C'est un phénomène qui est complètement à l'opposé du pilier catholique, où là, c'est bien clair que l'identité religieuse a quand même réussi à surmonter les oppositions de classe. C'est clair que du côté laïque, ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, le libéralisme belge, à une certaine époque, avait une certaine attraction pour le mouvement ouvrier, avec des mutualités, etc., avec cette identification laïque qui était présente, mais c'est bien clair que le Parti libéral a largement perdu cet attachement ouvrière, notamment par la grande majorité des ouvriers qui avaient des sympathies pareilles, qui sont passés au mouvement ouvrier socialiste, et en même temps, les élites libérales qui étaient de tendance progressiste, il y en a eu pas mal qui ont aussi choisi pour le socialisme. Donc il y a donc, on pourrait dire, une perte de l'aile gauche du Parti libéral, ne restant que l'élément plus conservateur, plus à droite, qui a choisi pour des solidarités de classe bourgeoise et pour la collaboration avec le Parti catholique, ou du moins avec la partie bourgeoise du Parti catholique, et vice-versa du côté des ouvriers, où c'est le socialisme avec la logique de classe ouvrière dans ce cas-ci, qui a beaucoup plus essayé, peut-être pas avec beaucoup de succès, mais néanmoins, à chercher à créer, disons, des alliances de classe avec des ouvriers croyants, certainement en Flandre, où pour des raisons de moindre sécularisation, stratégiquement, c'était essentiel. Et donc tout cela a fait bifurquer en quelque sorte les deux ailes de ce qui aurait pu constituer un pilier laïque, avec peut-être quelques effets de retard par le biais de l'opposition au parti catholique qui dominait les gouvernements à majorité homogène avant 14, mais par après, avec l'élargissement du suffrage, quand il fallait de toute façon créer des coalitions gouvernementales, on voit très bien que ces anciennes traditions anticléricales et laïques font se perdre quasi complètement pour des options de coalition sur base de ces identifications de classe. Et là, on voit très bien que le mouvement de libre pensée, la Ligue de l'enseignement, etc., tombent en quelque sorte entre deux chaises et auront des difficultés majeures à se faire entendre. Pour ce qui est de la Belgique, c'est quand même largement un produit d'importation. Donc, c'était des intellectuels hollandais, surtout Jaap van Praag, qui, après la Seconde Guerre mondiale, en quelque sorte réfléchit d'une manière quelque peu différente sur les aspects relations religion, citoyen, État, dans ce sens précis où, tout d'abord avec la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide par après, la grande menace qui était identifiée par ces gens-là n'était plus vraiment les églises, mais plutôt les systèmes totalitaires, de droite ou de gauche, n'importe lesquels. Donc, ça a déjà donné un changement, disons, dans les perspectives. Ce qui est important, oui, aussi, c'est qu'il y a eu quand même pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les réseaux de résistance, des contacts entre des laïcs et des catholiques ou des protestants dans le cas des Pays-Bas, où, disons, il y a eu quand même une espèce de dialogue et d'appréciation mutuelle des deux côtés. Ça a quand même changé la donne. Alors l'idée de Jaap van Praag était surtout qu'il ne fallait plus se lancer dans un mouvement anticlérical qu'il percevait comme négatif, mais dans un mouvement de constitution d'une communauté laïque. Bon, eux, ils vont dire une communauté humaniste. Chez nous en Belgique, on va dire vrijzinnig humanistisch, hein, humaniste laïque. Donc il y a toute une série de nuances là-dedans qui se constituerait en quelque sorte comme une communauté philosophique à côté des protestants, des catholiques ou des autres communautés religieuses, et qui pourrait se faire valoir des mêmes droits au financement. Et c'est précisément ce financement-là qui devrait subventionner en quelque sorte cet humanisme pratique. Comment décrire cela? Bon, dans l'esprit de Van Praag, c'était au premier lieu d'avoir une équipe, disons, de professionnels laïcs qui seraient à la disposition de la communauté, en premier lieu pour accompagner les grands moments de transition dans la vie.
les naissances, le mariage, le passage à la puberté et surtout la mort, pour offrir, disons, par exemple, des funérailles ritualisées, mais d'une manière non religieuse. Donc ça, c'était le premier créneau, disons, dans lequel consisterait cet humanisme pratique. Le deuxième créneau, ce serait surtout, disons, pour ce qu'on appelle en France les ensembles fermés. Donc des services laïques, un peu comme des aumôniers, disons, dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les prisons, par exemple, ou pour des situations de crise, des difficultés éthiques, etc., il y aurait des conseillers. Bon, en Belgique, on va les appeler les délégués laïcs. Dans le nord du pays, on parle néerlandais, c'est le lekenconsulenten, les consulants laïcs, on pourrait dire, qui seraient alors prêts à aider, à supporter, conseiller donc ceux qui auraient besoin de leurs services. Et c'est précisément là où toute la bataille, c'est un grand mot, mais disons la quête pour la reconnaissance et donc le subventionnement public a été menée pour précisément avoir les fonds qui seraient nécessaires pour avoir des gens professionnels qui auraient donc ces fonctions qui cristalliserait en quelque sorte cet humanisme pratique, comme on l'a appelé, par les Van Praag et autres. La réponse n'est pas très aisée à donner, en ce sens que, en termes de chiffres basés sur des enquêtes sociologiques, les chiffres sont très incomplets, il faut bien le dire. Donc, par exemple, pour le profil socio-économique, on sait fort peu de choses sur les sécularisés en large et les militants des associations laïques plus en particulier. Ce qui est clair, c'est que pour les chiffres globaux de ceux qui se disent comme étant sans religion, donc ceux qui sont vraiment humanistes laïques, mais aussi le plus grand groupe qui se dit indifférent ou en dehors tout simplement de la religion, mais sans avoir un lien particulier avec des associations, est devenu quand même un groupe assez étendu. Donc, pour les dernières statistiques qui ont été produites par les enquêtes socioculturelles en Flandre, montrent que pour la Flandre, on est quand même assez près de la moitié de la population, donc 47 et quelques pourcents. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment-ci, pour la Wallonie, qui historiquement était quand même une région, du moins pour ses bassins industriels, plus sécularisée que la Flandre, ce chiffre ne monte qu'à 45%. Donc il y a une petite différence qui montre que ces dernières 20 années, il y a une espèce de rattrapement, si je puis dire, des néerlandophones par rapport à la Wallonie pour ce qui est de la sécularisation. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs aussi à constater, c'est que pour ceux qui se disent croyants, mais qui font une différence entre avoir besoin ou ne pas avoir besoin des services de l'Église pour les baptêmes, mariages, etc., ceux qui se disent avoir plus besoin de ces services de l'Église sont plus nombreux en Wallonie qu'en Flandre. Donc, il y a une espèce de groupe intermédiaire, disons, de catholiques socioculturels, mais déjà largement sécularisés, qui est plus visible en Flandre qu'en Wallonie. Donc ça, c'est quand même frappant, surtout quand on compare avec il y a 60 ou 50 ans, 50 ou 60 ans, où la situation était complètement différente, où la Flandre était bien nettement, bien moins sécularisée que la Wallonie. Alors ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on voit, et là, il y a aussi des statistiques assez fiables, que les formes de vie de ces différentes catégories, formation de famille, mariage traditionnel ou non, famille recomposée, etc., on voit quand même qu'il y a des différences entre les croyants et les non-croyants, ou, comment dirais-je, les aspects genrés, surtout pour ce qui est des femmes, a des tendances à renforcer en quelque sorte les traits d'identité. Donc, pour ce qui est des femmes, d'être un peu plus,
c'est pas des grandes différences, mais elles sont quand même significatives, d'être plus attachés, par exemple, à la famille ou au mariage traditionnel quand elles sont cathos. Et on voit que l'influence de la non-croyance est plus forte de l'autre côté en se détachant en quelque sorte de ces formes traditionnelles. Donc là, on a aussi des données qui sont assez intéressantes, il faut bien le dire. Euh, il y a eu dans le passé de très grandes différences entre des contextes urbains et des contextes ruraux. Ces différences-là ont diminué quand même, notamment par le biais que, bon, dans pas mal de régions en Belgique, la ruralité n'existe quasiment plus. Donc, par exemple, pour la partie centrale de la Flandre, euh, disons les zones entre Bruxelles, les Malines et Anvers, des zones qui étaient des zones ruraux dans le passé, sont vraiment devenues des zones résidentielles, donc disons surtout suburbaines par rapport à ces grandes villes. Et là, on ne voit pas vraiment qu'il y a encore de très grandes différences. C'est un peu différent pour des zones un peu plus lointaines où cette ruralité est encore un peu plus récente et on voit qu'il y a un certain retardement, disons, dans les processus de sécularisation. Mais même là, on ne peut plus dire que même dans les villages du Limbourg ou de la Flandre occidentale, les églises sont encore remplies, hein, loin de là. Donc, il y a un effet de retardement, mais qui n'est pas vraiment, qui n'est plus spectaculaire. Donc, ces anciennes divisions n'existent plus sous la forme qu'on a connue. Alors, pour ce qui est de ceux qui sont vraiment les humanistes laïcs, ceux qui sont dans le mouvement, hélas, les données très chiffrées nous manquent. Ce serait un très bon projet de faire une enquête détaillée sur ce sujet-là. Mais néanmoins, on peut quand même constater qu'il y a des différences par rapport au passé, où il y avait donc une libre pensée ouvrière et une libre pensée bourgeoise, comme on disait. Les deux termes n'étaient pas tout à fait adéquats, en ce sens que la libre pensée ouvrière, c'était quand même pas vraiment les ouvriers d'usine qu'on trouvait là, mais une aristocratie ouvrière et disons les étages les plus modestes des classes moyennes, les instituteurs, les petits employés, etc. Là, on peut dire que, à l'exception des instituteurs, par exemple, les ouvriers militants laïcs ont quand même largement disparu. Donc, cette libre pensée ouvrière, on ne le voit quasiment plus dans les associations laïques d'aujourd'hui. Alors, l'autre est l'aile bourgeoise de regain. Le concept n'était pas tout à fait approprié en ce sens que ce n'étaient pas les grands patrons d'usines, hein, les barons du coton, comme on disait dans une ville industrielle textile comme à Gand, par exemple. C'était surtout ce qu'on appelle en langue allemande le Bildungsbürgertum, donc la bourgeoisie éduquée, les avocats, les médecins, les apothicaires, que sais-je, qu'on trouvait là. Aussi des gens de l'enseignement, mais plutôt des Athénées, donc la forme qu'on a chez nous de vos lycées à vous, plus les profs d'université. Là, on pourrait dire en quelque sorte qu'il y a une certaine continuité quand même, que c'est, disons, les larges classes moyennes éduquées sont quand même largement le public qui anime en quelque sorte les associations laïques, avec une très forte présence d'enseignants. Ça, c'est tout à fait frappant. Et ce qui est assez intéressant à observer aussi, c'est quelque chose qu'on devrait chiffrer, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas louper quand on connaît un peu le mouvement, c'est que même ceux qui ne sont pas enseignants eux-mêmes sont souvent fils ou filles d'enseignants. Donc, il y a des traditions qui se sont introduites dans le passé, dans des familles qui, pendant longtemps, ont été des familles enseignantes, mais où, par le biais d'une mobilité sociale ascendante, donc les fils et filles sont devenus ingénieurs, avocats et que sais-je, il y a quand même une certaine tradition familiale qui semble jouer là dans les identifications. Il y a trois formes d'identité qui sont définies par Castells. Alors la première, euh, qu'il qualifie de legitimizing identity, l'identité légitimante serait donc une identité qui est produite par les institutions dominantes.
et qui légitime en quelque sorte ces institutions dominantes. C'est précisément cette identité-là qui est sous pression par le biais de ces phénomènes de mondialisation, parce que ces institutions dominantes fonctionnaient au niveau des États-nations qui sont sous pression, comme on sait, par le biais précisément de cette mondialisation. Alors la deuxième forme d'identité, Castells la qualifie de resistance identity, l'identité résistance. C'est plutôt l'identité qui est liée à des acteurs, à des groupes qui sont dans des positions diminuées, dévalorisées, ostracisées, peut-être même dans quelques contextes, et qui se trouvent en quelque sorte dans les tranchées, si on veut, pour résister contre cette identité légitimante des dominants. Par exemple, on pourrait dire que c'était cette identité résistance des libres penseurs, par exemple ici en Belgique dans le 19e siècle, qui s'opposait à l'hégémonie catholique. Alors, le troisième type d'identité, pour Castells, il dit que c'est le project identity, l'identité projet, où en quelque sorte ces groupes dominés sortent des tranchées et essaye de promouvoir une espèce de projet, disons, plus positif pour changer la société en large, pour y trouver une position différente pour eux, mais aussi une position différente pour les dominer. Ce qui pourrait mener, et alors on voit qu'il y a une espèce de cycle, à la constitution d'une nouvelle identité légitimante qui serait en quelque sorte ce nouveau projet qui devient le projet qui s'identifie avec les institutions dominantes et légitime en quelque sorte une nouvelle constellation plus ou moins stable. Alors ce que Castel avance, c'est que euh, aujourd'hui, où cette société civile produite précisément par ces identités, par cette identité légitimante, commence tout doucement à euh, se détacher, à se désintégrer en quelque sorte, à se désagréger, si on veut, par le biais de cette mondialisation, il y a des tendances près de toute une série de groupes de retourner en quelque sorte dans les tranchées et d'avancer de nouveau une identité résistance, en quelque sorte par une réaction d'autodéfense, si on pourrait dire. Et la question qu'il se pose, c'est que, bon, est-ce que ces nouveaux identités résistance pourraient de nouveau créer des identités projets, des projets plus positifs qui pourraient, dans un futur plus ou moins lointain, arriver à une identité légitimante. Jusqu'à un certain point, on peut dire que ce schéma est peut-être applicable en ce sens que, par exemple, cette identité résistance était très clairement présente, qu'on peut identifier aussi cette identité projet par le biais, par exemple, de l'humanisme laïque, mais aussi par la laïcité historique style 1905, qui avait l'ambition d'être comment dirais-je, un projet de société qui n'était pas exclusif, mais rassemblante, et où il y aurait peut-être, comment dirais-je, une évolution vers cette identité légitimante, ce qui, bon, à un certain moment, pourrait peut-être dire que cela s'est passé en France. Ici, c'est peut-être un peu plus difficile à dire, euh, où je crois bien qu'il y a eu ces project identities, les identités projets pour les humanistes ici en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, mais où on peut quand même douter que ce projet a mené à une espèce d'identité légitimante. C'est plutôt une intégration, comme on disait au début de cette capsule, plutôt une intégration en quelque sorte dans une identité légitimante qui était déjà en existence auparavant et qui a été désigné non pas par les laïcs, mais par ceux qui dominaient dans le passé. Bon, reste à voir ce qui se passera dans le futur, reste à voir aussi ce
que seront les effets de la mondialisation dans des sociétés où cet humanisme laïque a trouvé sa place, sa reconnaissance, et cetera, et cetera.